Alors, moi, j'étais chargé de, un peu de réfléchir aux alternatives possibles au franc CFA avec deux, deux cas, hein, parce que dans le livre, c'était pas clair. Hein. Dans le livre, si on restait dans un cadre d'union monétaire en reconstruisant la zone CFA, mais en rompant éventuellement la dépendance vis-à-vis de la France, mais en gardant un dispositif de monnaie commune au sein de différents blocs africains, je sais pas, hein, bon, le central, l'ouest, etc. Bon. Et donc d'essayer de réfléchir sur, ou bien en revenant à des monnaies nationales, bon, etc. Alors, dans les deux cas, alors en général, dans la pensée monétaire, elle est assez obtuse. Hein, c'est TINA, il n'y a pas d'alternative à ce qui existe, et la pensée monétaire est très rigide, etc. Et donc, et il y a beaucoup de choses qui, en fait, existent et qui sont très intéressantes dans l'histoire et dans la géographie comme alternatives monétaires qui fonctionnent déjà, hein, et qui sont complètement oubliées, passées par pertes et profits, parce qu'elles ne sont pas orthodoxes, parce qu'elles ne correspondent pas à la vision globale qui s'impose sur les monnaies, etc. Alors ça, soit au niveau de la monnaie nationale, d'une monnaie nationale, soit au niveau d'union monétaire aussi. Donc moi, dans la session, j'avais essayé de présenter deux expériences historiques qui paraissaient intéressantes. C'était tiré de l'Amérique latine, en fait, hein, des États-Unis, d'Amérique latine, notamment de l'Argentine et du Chili, qui sont en fait des sœurs jumelles qui s'aiment parfois, qui se détestent en même temps. Et c'était d'un cas, le cas, par exemple, de l'Argentine étant une fédération, et le Chili étant un État national unitaire. Et donc, il y a une expérience en Argentine qui paraît intéressante, qui est historique, de longue durée, etc., mais qui s'est perpétuée dans la période récente, jusqu'aux années 2000, c'est l'émission de monnaie fiscale provinciale complémentaire à la monnaie fédérale, qui, elle, est principalement une monnaie émise par un système bancaire, etc. Donc, la monnaie nationale fédérale, parce que on appelle nation en Argentine, c'est la fédération, en fait, hein, qui est en général appropriée par la ville de Buenos Aires et la province de Buenos Aires, qui représente le tiers du pays, mais pas la totalité, et qui se considère comme... Bon, alors là, vous avez des conflits sur les identités des appartenants, et vous avez ces expériences, donc, de ce que j'appelle un fédéralisme monétaire, où vous avez deux niveaux d'émissions monétaires, mais où on maintient une unicité de l'unité de compte, à savoir que, bon, vous avez donc des émissions provinciales qui ne circulent qu'à l'échelle des provinces et des émissions fédérales, une monnaie commune qui est à la fois l'unité de compte de référence et en même temps un des moyens de paiement qui est all-purpose money ou tous usages à l'intérieur même des provinces. Et donc, vous avez une complémentarité et pas une concurrence du tout entre ces monnaies, parce que les monnaies provinciales sont toujours émises dans la monnaie nationale, dans l'unité de compte nationale. Alors là, un petit détour un peu théorique, pas théorique, mais il faut bien voir que très souvent, quand on dit monnaie comme ça, on mélange deux choses qui sont très différentes, enfin très différentes, mais qui sont deux aspects de la monnaie, deux propriétés génériques de la monnaie, mais qui sont antinomiques, en fait, hein, qui peuvent être antinomiques. C'est le fait que la monnaie, c'est à la fois une unité de compte dans laquelle on établit les comptes, la comptabilité, etc., à l'échelle d'un pays, et qui était en fait un opérateur de totalisation sociale, de socialisation, d'identification à une communauté de comptes, qui est une communauté politique. On se réfère au même langage monétaire, le langage comptable, et là, on a unicité, en général, à l'échelle d'une nation, puisque les nations se construisant, les États-nations se construisant, ont utilisé la monnaie pour se parfaire leur dimension politique unitaire, le fait qu'on compte dans la même chose. D'ailleurs, bon, voilà. Et l'autre aspect de la monnaie, souvent on dit la monnaie, mais parfois on parle de l'unité de compte, et quand on dit la monnaie, on parle des instruments de paiement, hein, de la monnaie concrète, des pièces, des billets, des comptes, etc. C'est les moyens de paiement de dette. Hein. Donc, ce qui ne se réduit pas, là tout de suite, c'est important de ne pas dire que quand on parle des instruments de paiement pour les monnaies de paiement, pour les
En anglais, c'est les currencies par rapport. Donc, c'est pour ces instruments de paiement avec lesquels on s'affranchit de ces dettes, c'est que ce n'est pas que des dettes créées par l'échange marchand. Voilà, ça élargit déjà un aspect de la pluralité de ces. Donc, ça peut être des dettes, des dons contre dons, ça peut être des dettes fiscales, ça peut être des dettes créées par l'échange, des contractuels créés par l'échange, etc. Donc là, en plus, donc, ce qui ouvre sur une autre dimension de la pluralité monétaire dont je ne vais pas parler là, qui sont les monnaies locales, sociales, mutuelles, qu'on voit en France, qui se développent, par exemple, en France, pas mal ces derniers temps, dans la mesure où, à des échelles territoriales, qui sont souvent infraprovinciales. Si on... Alors, une autre expérience auquel j'ai fait référence aussi dans la session, c'était un truc encore plus inconnu que les monnaies fiscales et moins pris en compte historiquement, y compris par les économistes hétérodoxes, c'est la dualité monétaire chilienne au Chili, et qui est un facteur qui, quand on y regarde de près, est en fait un élément assez, même très important, du fait que le Chili, depuis 50 ans, eh bien, il a des meilleures performances que l'ensemble des autres pays d'Amérique latine. Et en plus, il n'a jamais été dollarisé. Hein, il ne s'est pas dollarisé. Hein, et voilà, entre autres. Hein, bon. Alors, cette dualité monétaire, alors là, on est dans une pluralité de dual, et je reste dans une alors, il faudrait mieux dire des régimes de pluralité monétaire plutôt que de la pluralité des régimes monétaires. Il y a une pluralité des régimes de pluralité monétaire, mais voilà, parce qu'en général, dès l'instant que vous parlez de monnaie, c'est forcément la monnaie unique dans un pays. Hein. Et là, on confond à la fois l'unité de compte et les moyens de paiement. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, la monnaie unique, quand vous parlez de la monnaie unique, actuellement, que dans les références, quand vous lisez l'après, c'est à la fois unique sur un territoire, mais maintenant, depuis la période néolibérale, c'est émise dans une logique unique d'émission, à savoir à travers les banques commerciales, la monnaie de crédit commercial. Et là, c'est encore très récent, et ça, c'est très européen. Ça veut dire qu'on empêche les États d'émettre de la monnaie, on empêche des autorités locales ou des associations, et voilà. Et donc, la monnaie doit être émise selon une logique pure capitaliste. C'est une monnaie qui doit pouvoir se convertir en capital. Voilà, en gros. Hein. Et toute la pensée économique récente de l'économie financière est fondée là-dessus, et avec l'idée d'interdire toute autre forme de logique d'émission de la monnaie. Voilà. Et donc, la monnaie du capital, la monnaie émise, monnaie de crédit bancaire émise, qui est déjà un actif financier, doit pouvoir servir à tout, y compris à payer vos impôts, y compris à aller alimenter la petite monnaie au fin fond des provinces, où normalement, là, l'humanité avait inventé des monnaies spécifiques de petites dénominations qui servaient aux échanges à peu d'échelle distante. En général, la monnaie de crédit bancaire, elle fonctionnait pour le commerce international. Maintenant, on n'a pas d'autre moyen que d'utiliser la monnaie bancaire pour aller faire une petite échange local, etc., à la fois, etc. Même la monnaie de papier a été trustée par la chambre de compensation des banques, qui est devenue la Banque centrale. Donc, alors, je reviens sur la dualité monétaire chilienne. Ce qui est très intéressant, c'est que là, vous avez deux unités de compte. Dans la monnaie. Bon, qu'est-ce qu'ont fait les Chiliens depuis? Alors, historiquement, ça s'était créé en 1967 et ça fonctionne encore actuellement. Hein. Et ça s'est même généralisé actuellement. Et c'est quelque chose qui explique que les bonnes performances récentes, même depuis la crise de la mondialisation du Chili. À savoir que vous avez donc, quand vous avez la monnaie normale, entre guillemets, le peso, qui lui est à la fois une unité de compte pour les paiements et pour la comptabilité aussi, certaines comptabilités, et qui lui est le circulant. Hein, vous payez. Il a le monopole du paiement dans le pays, en fait. Hein. Vous payez en peso. Mais pour tout ce qui concerne des contrats longs ou des dettes non négociables, vous avez ce qu'ils appellent l'unidad de fomento, c'est-à-dire une unité de compte
dans laquelle vous libellez vos contrats et qui, elle, est stable, est indexée à l'inflation du peso. Et donc, elle a la stabilité. Et là, on voit où la notion de stabilité monétaire a été privilégiée, ce qui fait qu'il n'y a pas de fuite de capitaux, puisque à la banque, si vous avez un compte courant, il va être en peso. Si vous avez un compte à terme sur livret, etc., il va être libellé en unidad de fomento. Et quand vous résolvez un contrat libellé en unidad de fomento, vous utilisez le taux de change au jour le jour qui est établi par la Banque centrale, qui est affiché par la Banque centrale et dans les journaux, et vous payez en peso. Vous ne payez pas en unidad de fomento. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne et on peut évaluer. Donc vous voyez que là, c'est une hérésie totale, même si elle a été mise en place par... Alors, évidemment, cette idée-là, elle remonte depuis Alfred Marshall. C'est les unités de compte indexées. Hein. Mais là, ce qui est intéressant, et il y en a eu dans toute l'Amérique latine, on peut même dire que les crises hyperinflationnistes, par exemple au Brésil, étaient liées au fait qu'on utilisait des unités de compte indexées pour tout, pour stabiliser les rapports contractuels. Mais il y avait une pluralité de ces unités de compte indexées, ce qui faisait qu'ils n'étaient jamais coordonnées entre elles. Et donc au Brésil, vous ajustiez, donc si vous étiez chauffeur de taxi, votre truc était indexé tous les mois, mais vos dépenses étaient indexées d'une autre façon, donc vous arriviez à des moments, à des gaps. Et ce qu'a fait, par exemple, Cardoso en 80, c'est de coordonner, de resynchroniser l'ensemble des indexations. Il a créé le Real. La monnaie actuelle du Brésil, elle vient de là. Et Real, c'était un jeu de mots sur monnaie royale, monnaie souveraine, unique. Et Real, il y a le mot indexé dessus. Bon. Voilà. Et donc là, vous avez un autre exemple de régime de pluralité monétaire. Donc j'en reviens à CFA pour conclure. Si les pays africains, alors il y a un projet de monnaie unique africaine qui existe déjà, mais elle est un peu conçue sur le modèle de la monnaie unique et pas de la monnaie commune. Et donc là, il faudrait réfléchir et tenir compte des expériences, par exemple de l'Argentine, mais vous avez aux États-Unis, dans l'histoire des États-Unis, vous avez une histoire très longue de ce genre de dispositifs monétaires, qui ont été battus politiquement, mais qui ont fait partie des discussions. C'est pas parce qu'ils sont inefficaces économiquement qu'ils sont éliminés d'abord des pratiques et ensuite même de la mémoire. C'est parce qu'ils sont inefficaces politiquement. C'est pour des raisons politiques, de rapport de force. Parce qu'ils sont trop efficaces pour exercer les fonctions de base de la monnaie. Et ils sont moins bons dans l'imaginaire pour la globalisation en fonction du modèle de référence économique. Et bien dans le cas africain, il faudrait réfléchir justement à l'émission de monnaie nationale fiscale complémentaire à la monnaie commune africaine. On peut réfléchir sur la base. Moi, je m'utilise ça aussi pour l'euro, pour la réforme de l'euro. On peut très bien, actuellement, dans les pays du Sud, avoir des missions. D'ailleurs, le cas italien, Massimo pourra nous en parler. Le cas italien est intéressant, et ça se discute beaucoup en Europe, mais c'est encore très, très marginal, et c'est considéré comme hérétique. Eh bien, c'est des missions de monnaie fiscale nationale complémentaires à l'euro, et qui permettraient de rester dans une zone euro, mais à partir d'initiatives nationales. Et parce qu'on est dans un fédéralisme intergouvernemental et qu'il y a comme ça que ça bouge dans les fédéralismes intergouvernementaux. Voilà. Si on en revient à des monnaies nationales pour les pays, le modèle chilien est très intéressant de façon à ne pas dépendre de l'extérieur. Parce que permet l'Unidad de Fomento ? Elle permet la constitution d'un marché. L'épargne nationale se conserve mieux que le dollar, mieux que les devises internationales. Et donc, les gens qui ont une capacité d'épargne dans le pays, ils maintiennent leur épargne dans le pays. Et donc, vous pouvez construire des marchés financiers, financer de l'investissement à partir de là. C'est un des avantages. En plus, vous vous endettez, l'État peut s'endetter dans la monnaie nationale. C'est-à-dire que les gens, vous avez une dette publique, vous avez une épargne, elle peut servir aussi à faire fonctionner de l'investissement public aussi. Et donc, vous voyez que les deux modèles de pluralité, là, de dualité monétaire, sont très intéressants et pourraient être mobilisés pour
penser une sortie de la zone CFA, soit dans un cadre national, soit dans un cadre d'union monétaire. Voilà, j'arrête.